ce n'est pas la montagne qui effraie les hommes, c'est ce qu'elle oblige à protéger. On vous a peut-être dit que le mont Sinaï est interdit, qu'on le surveille jour et nuit parce qu'il cacherait un secret trop grand, quelque chose qu'on ne doit surtout pas voir, surtout pas toucher, surtout pas comprendre. Et c'est précisément là que l'histoire devient intéressante, parce que la vérité est plus solide que la rumeur, et en même temps plus troublante encore. Le mont Sinaï, celui que la tradition chrétienne, juive et musulmane associe à la révélation faite à Moïse, n'est pas fermé au monde comme une forteresse maudite. On peut encore y monter, on peut encore y prier, on peut encore y attendre l'aube. Mais on n'y entre pas comme on entre dans un paysage ordinaire. On y passe par un filtre, par des horaires, par des règles, par une surveillance réelle. Et quand un lieu sacré commence à ressembler à une zone sous contrôle, il faut poser la seule question qui vaille. Qu'est-ce qu'on protège vraiment là-haut? D'abord, il faut comprendre de quel mont Sinaï on parle. Dans le langage courant, le nom désigne surtout Jabal Moussa, la montagne de Moïse, dans le sud de la péninsule du Sinaï, en Égypte, au-dessus du monastère Sainte-Catherine. C'est l'identification traditionnelle, celle qui s'est imposée dans le monde chrétien à partir de l'Antiquité tardive et qui reste aujourd'hui la référence spirituelle la plus célèbre. Mais voilà le premier détail qui ouvre la faille. Sur le plan strictement historique et archéologique, l'emplacement biblique exact du mont Sinaï n'a jamais fait l'objet d'un consensus absolu. Autrement dit, la montagne la plus connue de l'histoire sacrée est aussi un lieu de foi, de mémoire et de tradition, pas un point définitivement verrouillé par la science. Et pourtant, malgré ce doute académique, c'est bien ce site-là qui concentre depuis des siècles les pèlerins, les moines, les États, les chercheurs, les militaires, les diplomates. Pourquoi? Parce qu'un lieu n'a pas besoin d'être prouvé pour devenir explosif. Il suffit que des millions de consciences le considèrent comme vrai. Au pied de cette montagne se trouve l'un des lieux les plus sensibles du monde religieux, le monastère Sainte-Catherine. Fondé à l'époque de Justinien, au VIe siècle, il compte parmi les plus anciens monastères chrétiens encore en activité, et son importance dépasse de loin la pierre de ses murs. C'est un sanctuaire vivant, un site sacré reconnu par l'UNESCO, un lieu où se croisent mémoire biblique, tradition orthodoxe, patrimoine byzantin et histoire du désert. Et surtout, ce monastère conserve une collection exceptionnelle de manuscrits anciens et d'icônes, à tel point que sa bibliothèque est souvent présentée comme la plus ancienne bibliothèque monastique en activité au monde. Quand vous rassemblez dans un même espace une montagne sacrée, un monastère vivant, des textes rares, des pèlerins venus du monde entier et un statut patrimonial mondial, la surveillance cesse d'être un détail administratif. Elle devient une nécessité permanente. Et ce mot, permanente, n'est pas choisi au hasard, car ce qui entoure le mont Sinaï n'est pas seulement une histoire de religion, c'est aussi une histoire de sécurité. La péninsule du Sinaï, dans son ensemble, n'est pas un décor neutre. Depuis des années, plusieurs gouvernements étrangers maintiennent des avis de prudence élevés pour différentes zones du Sinaï à cause d'attaques visant les forces de sécurité, de la criminalité et du risque terroriste, surtout dans le nord et le centre. Le site traditionnel du mont Sinaï n'est pas assimilé à ces secteurs interdits de la même manière, mais il se trouve dans un environnement régional où les mouvements sont suivis, où les checkpoints ne sont pas une fiction, où la logique sécuritaire façonne le quotidien. Voilà pourquoi la légende du mont interdit a pris. Parce que lorsqu'un pèlerinage se fait sous le regard des forces de sécurité, la frontière entre protection et interdiction devient floue dans l'imaginaire. Et pourtant, la montagne n'est pas fermée comme on ferme une base militaire. C'est plus subtil que ça. Le monastère, par exemple, n'accueille pas les visiteurs librement à toute heure.
Son propre site officiel rappelle qu'il ne s'agit pas d'un parc touristique ordinaire, mais d'un lieu de prière avec un rythme monastique intact, des jours de fermeture et des créneaux d'accès limités. Cette précision est capitale, car le sentiment d'interdiction naît souvent là, au croisement entre la frustration moderne et la logique ancienne du sacré. L'homme contemporain veut entrer partout, à n'importe quelle heure, photographier, commenter, consommer le lieu. Le désert, lui, répond autrement. Ici, ce n'est pas le visiteur qui dicte l'heure, c'est le sanctuaire. Et un sanctuaire qui impose encore ses heures dans le monde actuel paraît déjà, à beaucoup, presque interdit. Mais ce n'est encore que la surface. Parce que le vrai cœur du problème ne se situe pas seulement dans les horaires, les gardes, les routes contrôlées ou les formalités locales. Le vrai cœur du problème, c'est la superposition. 3 couches, au minimum, se trouvent empilées sur cette montagne. La première est théologique. Le mont Sinaï est lié, dans la tradition, à l'un des actes fondateurs les plus puissants de l'histoire religieuse, la révélation de la loi à Moïse. La deuxième est patrimoniale. Le site de Sainte-Catherine et son environnement sont protégés pour leurs valeurs historiques, archéologiques, naturelles et spirituelles. La troisième est géopolitique. Le Sinaï n'est pas un simple désert biblique, c'est une région où la sécurité, la souveraineté, les flux de visiteurs et les équilibres diplomatiques pèsent lourd. Quand ces 3 couches se rejoignent, la surveillance ne relève plus de la paranoïa. Elle devient le prix concret d'un lieu devenu trop important pour être laissé au hasard. Et c'est là que l'histoire prend une tonalité presque vertigineuse. Car plus un lieu est sacré, moins il appartient à ceux qui le visitent. Au mont Sinaï, tout le monde projette quelque chose. Le croyant y voit le point de contact entre l'homme et le divin. Le moine y voit la continuité d'une mémoire vivante. L'archéologue y voit un palimpseste de traditions et de strates. L'État y voit un site sensible. L'UNESCO y voit un patrimoine mondial. Le touriste y voit une ascension mythique au lever du soleil. Et chacun croit venir pour sa propre raison, alors qu'en réalité, chacun entre dans un espace déjà chargé d'intérêts qui le dépassent. Voilà pourquoi on observe. Voilà pourquoi on encadre. Non parce qu'il y aurait un seul secret enterré sous les pierres, mais parce que tout ce lieu est devenu un nœud de foi, d'histoire, de pouvoir et de récit. Ajoutez à cela un élément plus récent, moins mystique en apparence, mais tout aussi révélateur. Le statut même du monastère et de ses terres a fait l'objet, ces dernières années, de tensions juridiques et diplomatiques. En 2025, une décision judiciaire en Égypte a ravivé les inquiétudes autour de la situation de Sainte-Catherine, poussant l'Égypte et la Grèce à des discussions officielles pour réaffirmer la protection du rôle religieux et du statut spirituel du site. Autrement dit, même au XXIe siècle, même sous les projecteurs du droit international et des médias, ce lieu reste assez sensible pour déclencher des négociations d'État à État. Vous voyez ce que cela signifie? La montagne n'est pas seulement vieille, elle est active. Elle continue de produire du droit, de l'angoisse, de la diplomatie. Elle continue de peser sur le présent. C'est aussi pour cela que l'expression « surveiller jour et nuit » séduit autant les esprits. Parce qu'elle ressemble à une formule de roman, alors qu'elle décrit, au fond, une réalité moderne très simple. Les lieux à haute valeur symbolique sont surveillés en continu, même lorsqu'ils ne sont pas fermés. Pensez à ce que contient Sainte-Catherine, des manuscrits en grec, en arabe, en syriaque, en géorgien, en slavon et dans d'autres langues encore. Des objets rares, des siècles de mémoire, des traditions liturgiques ininterrompues, une position centrale dans l'imaginaire des 3 monothéismes. Un site pareil ne dort jamais vraiment. Même la nuit,
quand le vent griffe les pierres et que les pèlerins redescendent, la valeur du lieu reste éveillée. On ne garde pas seulement un sommet, on garde ce que ce sommet concentre. Mais alors, demandons-le franchement, est-ce qu'on cache quelque chose? Est-ce que le mont Sinaï est surveillé parce qu'il existe un interdit plus ancien, plus profond, presque biblique? La réponse sérieuse oblige à décevoir ceux qui rêvent d'une conspiration simple. Il n'existe pas de preuve crédible montrant que l'État égyptien ou le monastère empêche l'accès au Sinaï pour dissimuler une découverte secrète ou un objet sacré caché. La raison visible de l'encadrement est beaucoup plus terrestre. Protéger les visiteurs, protéger les moines, protéger le patrimoine, protéger un site mondialement sensible dans une région qui ne permet pas l'improvisation. Mais c'est justement cette réponse rationnelle qui rend l'affaire fascinante, car elle ne détruit pas le mystère, elle le déplace. Le vrai mystère n'est pas « qu'est-ce qu'on cache dans la montagne ?» Le vrai mystère est « pourquoi certains lieux continuent-ils à exiger de la garde, des limites et presque du silence des siècles après la fin supposée des temps bibliques ?» Peut-être parce que le mont Sinaï n'est pas seulement un endroit, c'est une scène si ancienne que nous jouons encore dessus sans nous en rendre compte. Tout y rappelle la frontière entre désert et sanctuaire, entre ciel et pierre, entre récit et preuve, entre liberté de croire et besoin de contrôler. La tradition affirme que c'est là que la voix divine a descendu vers l'homme sous forme de commandement. Et regardez l'ironie. Aujourd'hui encore, ce lieu fonctionne à travers des commandements. Ne passe pas ici. Attends là. Entre à telle heure. Respecte cela. N'approche pas comme n'importe où. Comme si le lieu lui-même avait gardé la mémoire de sa première leçon. La loi n'est pas seulement un texte donné sur une montagne. La loi est devenue l'atmosphère de la montagne. Il y a aussi le désert. On l'oublie trop facilement, parce qu'on pense au Sinaï en termes bibliques, jamais en termes physiques. Mais la montagne ne flotte pas dans un mythe, elle est posée dans un relief rude, isolé, exposé, où chaque déplacement, chaque flux de visiteurs, chaque chantier, chaque intervention a un impact concret. L'UNESCO et d'autres institutions ont d'ailleurs suivi de près les transformations, projets et mesures de conservation dans la zone de Sainte-Catherine ces dernières années. Cela signifie que la surveillance ne vise pas seulement les hommes, elle vise aussi l'usure, l'aménagement, la pression touristique, les atteintes possibles à un paysage sacré et fragile. Ce qu'on protège, ce n'est pas seulement un passé, c'est une forme d'équilibre. Et les équilibres sacrés ont une façon bien particulière de se briser. D'abord presque invisiblement, puis d'un seul coup. Alors, pourquoi ce lieu fascine-t-il autant? Pourquoi cette montagne, parmi tant d'autres, attire-t-elle toujours la suspicion, la ferveur, les théories, les récits sur les interdictions et les gardes? Parce qu'au fond, personne n'accepte vraiment qu'un site aussi chargé puisse n'être protégé que pour des raisons ordinaires. Nous voulons qu'il y ait davantage. Une chambre cachée, un manuscrit interdit, une preuve, une anomalie. Nous voulons que le mont Sinaï justifie son aura par un secret matériel. Or sa puissance est peut-être exactement l'inverse. Peut-être qu'il n'y a rien à trouver au sens spectaculaire. Peut-être que la vraie force du Sinaï, c'est qu'il continue à produire de la limite dans un monde qui déteste les limites. Vous pouvez visiter tant d'endroits comme des consommateurs. Ici, non. Ici, il faut ralentir, respecter, attendre, traverser le contrôle, accepter qu'un lieu ne soit pas entièrement à vous. Et ça, pour l'homme moderne, c'est déjà presque un miracle dérangeant. Voilà pourquoi le mont Sinaï semble interdit et surveillé jour et nuit.
non parce qu'il serait fermé comme un tombeau, non parce qu'un pouvoir obscur tremblerait devant une vérité prête à éclater, mais parce qu'il réunit trop de choses à la fois pour être abandonné au désordre. Une mémoire biblique portée par 3 religions, un monastère d'une ancienneté presque inimaginable, des manuscrits qui traversent les siècles, un site classé, une région marquée par des réalités sécuritaires bien concrètes, des enjeux diplomatiques récents, des visiteurs innombrables, des attentes immenses, et surtout cette sensation, impossible à réglementer totalement, qu'il se passe là-haut quelque chose de plus grand que le tourisme, plus grand que l'archéologie, même plus grand que l'histoire. Car au fond, ce qu'on garde au mont Sinaï, ce n'est peut-être ni un objet ni un secret. C'est une frontière invisible, celle qui sépare encore, pour quelques instants, le monde qui consomme tout du monde, qui oblige à s'arrêter. Et si cette montagne est si observée, c'est peut-être parce qu'elle continue de poser une question que personne n'a jamais vraiment supportée jusqu'au bout. Que se passe-t-il dans une civilisation quand un lieu force encore les hommes à obéir avant même d'avoir parlé? Parce qu'au Sinaï, le danger ne vient pas seulement de ce qu'on pourrait découvrir. Il vient aussi de ce qu'on pourrait contester. Regardez bien la logique de ce lieu. Dans beaucoup d'endroits sacrés, la foi s'appuie sur une tradition. Ici, la tradition s'appuie sur une montagne. Et une montagne, contrairement à un livre, ne se corrige pas en silence. Si demain un texte surgit, si une fouille révèle un détail inattendu, si une inscription ancienne contredit une mémoire installée depuis des siècles, ce ne serait pas une simple note de bas de page dans un manuel. Ce serait une secousse, pas seulement pour les croyants, pour les institutions, pour les États, pour tous ceux qui vivent de l'idée qu'un lieu sacré doit rester lisible, stable, net. Or le Sinaï n'a jamais été un lieu net. C'est même peut-être ce qui le rend si dérangeant. On croit connaître l'histoire. Moïse monte, le feu descend, la loi est donnée, la montagne devient éternelle. Magnifique, puissant, presque impossible à déplacer dans l'imaginaire humain. Et pourtant, dès qu'on quitte le langage de la foi pour celui des historiens, le sol commence à bouger. L'identification du mont Sinaï biblique à Jabal Moussa est ancienne, vénérable, profondément enracinée. Mais elle n'est pas la seule proposée dans l'histoire. D'autres sommets ont été avancés. Le mont Serbal, par exemple, a longtemps été considéré par certains voyageurs et savants comme un candidat sérieux. Plus récemment, d'autres hypothèses ont circulé encore plus loin, parfois jusqu'au nord-ouest de l'Arabie. Et c'est là que l'affaire devient presque ironique. Plus un lieu est célèbre, moins sa certitude historique est absolue. Vous mesurez le vertige? Le site le plus emblématique de la révélation mosaïque est aussi un site dont l'identification exacte repose en grande partie sur une tradition consolidée par les siècles, les pèlerinages, les récits monastiques et l'autorité religieuse, plus que sur une preuve archéologique écrasante au sens moderne. Cela ne détruit pas sa valeur. Au contraire, cela l'expose. Parce qu'un lieu totalement prouvé se défend par ses pierres. Un lieu porté par la tradition se défend par l'équilibre de cette tradition. Et dès lors, tout devient sensible. Toute fouille, toute rumeur, toute théorie, toute caméra un peu trop curieuse. Voilà pourquoi le mont Sinaï ne ressemble pas à un simple site de montagne. Ce n'est pas seulement le sommet qu'on protège. C'est un récit civilisateur suspendu au-dessus du vide. Et sous ce récit, il y a le monastère. Sainte Catherine n'est pas un décor ajouté après coup pour embellir la légende. C'est une machine à mémoire. Depuis des siècles, ce lieu conserve, copie, protège, transmet. Il ne garde pas seulement des prières, il garde des strates entières du christianisme oriental, des traces de langues disparues, des commentaires, des liturgies, des manuscrits réécrits,
effacés, grattés, réutilisés. Et c'est ici qu'apparaît une autre dimension du mystère, moins visible que les gardes ou les contrôles, mais bien plus profonde. Le Sinaï n'est pas seulement surveillé à cause de ce qu'il représente. Il l'est aussi à cause de ce qu'il contient encore. Dans les bibliothèques ordinaires, un livre ancien est un objet précieux. À Sainte-Catherine, certains manuscrits sont presque des fossiles vivants de la pensée humaine. Des palimpsestes, par exemple, ces parchemins sur lesquels un texte plus ancien a été effacé pour être recouvert par un autre. Pendant des siècles, on a cru que l'effacement suffisait. Puis la technologie moderne est arrivée, avec l'imagerie multispectrale. Et tout à coup, des écritures enfouies ont commencé à remonter à la surface. Des couches de langue, de traditions et de commentaires qu'on croyait perdus se sont mises à réapparaître comme des fantômes dociles. Vous comprenez ce que cela implique? Au Sinaï, même les pages silencieuses peuvent recommencer à parler. Ce n'est pas une image poétique, c'est une menace réelle pour les récits trop simples. Car un manuscrit retrouvé ne confirme pas toujours ce qu'on espérait. Parfois, il complique. Parfois, il montre qu'un texte a circulé autrement, qu'une formule a existé sous une autre forme, qu'une tradition qu'on croyait marginale était en fait bien plus centrale, qu'un mot effacé change tout. Et si le mont Sinaï semble gardé comme un coffre, c'est aussi parce que les coffres de ce genre ne renferment pas uniquement des trésors. Ils renferment des versions concurrentes du passé. Il y a là une cruauté magnifique. On monte sur la montagne en quête de ciel. Et c'est le papier, en bas, dans les murs du monastère, qui fait trembler le plus. Prenez l'exemple du Codex Sinaiticus, un des plus anciens manuscrits bibliques complets en grec liés au christianisme ancien. Son histoire à Sainte-Catherine, sa redécouverte au XIXe siècle, les polémiques autour de son extraction et de sa dispersion entre plusieurs institutions, tout cela a laissé une cicatrice durable. Pourquoi est-ce important? Parce que cet épisode a montré quelque chose de fondamental. Ce qui repose dans ce désert n'intéresse pas uniquement les pèlerins. Cela attire aussi les empires du savoir, les universités, les collectionneurs, les puissances culturelles. Un lieu où l'on prie devient alors un lieu où l'on prélève. Et un lieu où l'on prélève finit inévitablement par apprendre à surveiller. Depuis, la leçon a été retenue. Ce qui est là doit rester là, ou du moins être approché avec une prudence extrême. Non par avarice, mais parce que chaque perte ancienne a rendu les gardiens plus sévères. Quand on a déjà vu des fragments de mémoire quitter le désert pour ne jamais revenir, on cesse d'ouvrir les portes avec innocence. Mais les manuscrits ne suffisent pas à expliquer l'aura presque électrique du Sinaï. Il y a aussi les hommes qui vivent autour du sanctuaire, et cette dimension est trop souvent ignorée par ceux qui fantasment le lieu comme un théâtre vide, uniquement peuplé d'ombres bibliques. Depuis des siècles, le monastère et certaines tribus bédouines de la région ont développé une relation singulière, faite de protection, de service, de proximité et d'identité partagée. Les Djebeliya, notamment, sont souvent présentés comme liés de longue date au monastère. Dans les récits touristiques, cela paraît folklorique. Dans la réalité, c'est bien plus grave et bien plus beau. Cela signifie que la garde du Sinaï n'est pas seulement policière. Elle est aussi humaine, locale, mémorielle. Certains lieux sont défendus par des murs, d'autres par des habitudes sacrées. Le Sinaï est défendu par les deux. Et cela change tout, parce qu'un site surveillé par des institutions peut être administré. Un site surveillé aussi par une mémoire locale devient presque organique. Il vous sent arriver. Il sait immédiatement si vous venez pour comprendre, pour prendre, pour provoquer, ou simplement pour consommer une photo de lever de soleil, comme on collectionne des trophées.
Le désert repère très vite ceux qui ne l'écoutent pas. Voilà pourquoi tant de récits de voyageurs parlent du Sinaï comme d'un lieu où l'on ne se sent jamais totalement seul, même dans le silence. Ce n'est pas nécessairement mystique. C'est parfois plus simple. Les chemins sont connus, les mouvements sont observés, les allées et venues inhabituelles se voient. Un étranger qui croit disparaître dans la pierre oublie qu'au désert, être visible est la règle. Il n'y a presque rien. Donc, tout se remarque. Et c'est ici qu'entre une idée rarement formulée clairement. Le Sinaï est surveillé non parce qu'il cache une seule chose, mais parce qu'il est trop facile d'y projeter n'importe quoi. Le lieu attire depuis longtemps des théories d'identification alternatives, des lectures prophétiques, des spéculations sur l'arche, sur des cavités secrètes, sur des vestiges de l'Exode, sur des marques de feu divin dans la roche, sur des frontières sacrées qu'aucun profane ne devrait franchir. Certaines de ces idées sont anciennes, d'autres sont très récentes, amplifiées par les vidéos sensationnalistes, le tourisme ésotérique et cette maladie moderne qui consiste à traiter chaque site biblique comme une chasse au trésor. Le problème, c'est qu'un lieu sur lequel convergent autant de passions devient explosif, même quand il ne s'y passe rien d'extraordinaire. Il suffit qu'un groupe affirme avoir trouvé la vraie preuve, qu'un autre crie au blasphème, qu'un troisième réclame un droit exclusif à l'interprétation, et le sanctuaire devient soudain une scène de conflit symbolique. Autrement dit, au mont Sinaï, la surveillance protège aussi le lieu contre l'imagination humaine. Et l'imagination humaine, soyons honnêtes, est souvent plus dangereuse qu'une pelle. Il faut aussi parler de la petite chapelle au sommet et de la mosquée voisine. Rien que cette coexistence raconte une histoire plus subtile que 1000 discours. Là-haut, sur l'un des sommets les plus chargés de l'imaginaire abrahamique, l'espace n'a pas été occupé par un seul signe. Il y a superposition. La montagne n'appartient pas proprement à une seule lecture. Elle résonne dans plusieurs mémoires. Cela pourrait être magnifique. Cela pourrait être l'image même d'une profondeur commune. Mais dans le monde réel, ce genre de proximité sacrée ne calme pas toujours les rivalités. Il les rend parfois plus fines, plus nerveuses, plus silencieuses. Car dès qu'un lieu parle à plusieurs traditions, chacun devient plus vigilant. Où commence le respect? Où finit l'appropriation? Qu'est-ce qu'un rite et qu'est-ce qu'une prise de possession symbolique? Qui peut construire? Qui peut restaurer? Qui peut raconter? Qui peut montrer? Même un détail d'aménagement peut devenir une déclaration théologique involontaire. Voilà pourquoi rien n'est simple là-haut. Ce n'est pas seulement un sommet où l'on grimpe avant l'aube. C'est une table de négociation permanente entre le ciel, la mémoire et la politique. Et les États le savent. Il suffit de regarder comment les questions touchant Sainte-Catherine dépassent très vite le niveau local. Une décision administrative, un litige foncier, une mesure de protection, un projet de restauration, une procédure judiciaire, et aussitôt des voix extérieures s'élèvent. Athènes écoute, le Caire répond, les églises observent, les diplomates prennent note. Pourquoi? Parce qu'un lieu sacré ancien n'est jamais seulement à ceux qui le gardent physiquement. Il appartient aussi, d'une certaine manière, à ceux qui s'y reconnaissent spirituellement. Et cette propriété diffuse est l'une des formes les plus compliquées du pouvoir humain. Personne ne possède vraiment le Sinaï. C'est précisément pour cela que tout le monde se sent concerné. Vous voyez le paradoxe. Plus un lieu est universel, plus il exige des barrières concrètes. Et maintenant, approchons-nous du point le plus inconfortable. Le Sinaï fait peur aussi parce qu'il résiste à la preuve totale. On a beau y monter, photographier, cartographier,
restaurée, scannée, datée, documentée, quelque chose échappe toujours, non pas parce qu'une société secrète aurait masqué toutes les traces, mais parce que la nature même du lieu conjugue des temporalités incompatibles. Le récit biblique relève du temps sacré, l'archéologie relève du temps matériel, le pèlerinage relève du temps vécu, la sécurité relève du temps immédiat, le patrimoine relève du temps long. Essayez de faire coïncider tout cela. Impossible. À chaque tentative d'explication complète, une couche se dérobe. C'est pour ça que le mont Sinaï continue de provoquer un malaise intellectuel. On veut le classer, mais il déborde. On veut le visiter, mais il impose son rythme. On veut le prouver, mais il se déplace dans le registre de la tradition. On veut le mythifier, mais les gardes, les horaires et la bureaucratie le ramènent à la terre. On veut en faire un simple site religieux, mais sa bibliothèque le transforme en archive du monde. On veut en faire un musée, mais les moines y prient encore. On veut en faire un sanctuaire pur, mais il faut des routes, des permis, des contrôles, des discussions d'État. Et au centre de toutes ces contradictions, la montagne reste immobile. C'est peut-être cela, son vrai pouvoir. Ne pas livrer une énigme à résoudre, mais obliger chacun à révéler la sienne. Le scientifique y révèle ses limites, le croyant, sa fidélité, le touriste, sa superficialité ou sa capacité au silence, l'État, sa peur du chaos, le moine, sa persévérance, le chercheur, sa patience. Et celui qui vient chercher un secret caché découvre souvent quelque chose de bien plus dérangeant. Le lieu n'a pas besoin d'un trésor enfoui pour justifier sa garde. Il suffit qu'il soit encore capable de transformer ceux qui le regardent. Voilà pourquoi la nuit compte tant au Sinaï. Le jour, tout peut encore être interprété comme tourisme, patrimoine, religion organisée. Mais la nuit, quand la montée commence dans le noir, quand les lampes des marcheurs serpentent sur le sentier comme une procession d'insectes fragiles, quand le froid coupe la parole, quand le désert retire une à une les distractions du monde, la montagne retrouve quelque chose de son autorité première. On cesse de parler fort, on cesse d'exiger, on avance, on attend. Et ce simple mouvement, presque rien, rappelle une vérité devenue rare. Certains lieux ne se consomment pas. Ils se traversent avec retenue. Peut-être que la surveillance permanente du Sinaï n'est que la traduction moderne d'une vérité bien plus ancienne. Dans le récit de l'Exode, la montagne n'est pas accessible n'importe comment. Il y a une limite, une distance, une préparation, un interdit temporaire qui n'est pas là pour punir, mais pour marquer la différence entre l'ordinaire et l'insoutenable. Aujourd'hui, nous avons remplacé cette frontière sacrée par des procédures, des gardes, des horaires et des dispositifs de sécurité. La forme a changé. Le fond, lui, n'a pas entièrement disparu. Et c'est là que la question devient presque troublante. Et si, au fond, le mont Sinaï semblait interdit parce qu'un lieu n'a jamais cessé d'enseigner ce qu'aucune époque n'aime entendre? Que tout ne nous est pas dû, que tout ne se visite pas à notre rythme, que tout ne se photographie pas impunément, que certains sommets ne gardent pas un objet, mais une exigence. Et si c'était cela, le vrai secret surveillé jour et nuit, non pas une relique, non pas une grotte scellée, non pas un document caché sous la pierre, mais l'idée, insupportable pour notre temps, qu'il existe encore sur Terre un endroit où l'homme doit d'abord se contenir avant de prétendre comprendre. Et le plus dérangeant, c'est qu'au Sinaï, cette leçon n'est peut-être pas terminée. Parce qu'il suffit parfois d'un manuscrit relu, d'une décision de justice, d'une fouille trop audacieuse ou d'une théorie lancée au mauvais moment pour que cette montagne, qui paraît immobile depuis des millénaires, recommence soudain à faire trembler le monde.
Et c'est précisément là que la montagne devient plus inquiétante encore. Parce qu'un lieu peut être protégé pour ses pierres, pour ses pèlerins, pour sa valeur symbolique. Mais le Sinaï, lui, semble protégé aussi pour sa mémoire. Et la mémoire, quand elle se met à remonter du fond des siècles, a une manière très particulière de troubler les vivants. Au pied de la montagne, le monastère Sainte-Catherine n'abrite pas simplement quelques reliques pieuses, soigneusement rangées dans l'ombre. Il conserve l'une des plus importantes collections manuscrites du monde chrétien, avec environ 3300 manuscrits, auxquels s'ajoutent des milliers de livres imprimés anciens. 2/3 de ces manuscrits sont en grec, mais le reste forme un véritable carrefour de langues: arabe, syriaque, géorgien, slavon et d'autres encore. Rien que ce détail devrait vous arrêter. Dans un désert qui semble, vu de loin, réduit à la pierre, à l'air sec et au silence, sommeille en réalité une bibliothèque qui ressemble à une mémoire compressée de plusieurs civilisations. Et quand un lieu aussi isolé se met à conserver autant de voix différentes, il cesse d'être un simple sanctuaire. Il devient une zone sensible, pas seulement pour les croyants, pour les historiens, pour les églises, pour les États, pour tous ceux qui savent qu'un manuscrit ancien n'est pas un objet mort, mais une bombe à retardement enveloppée dans du cuir, de l'encre et du silence. Car le vrai danger, au Sinaï, n'est peut-être pas qu'on découvre un trésor. Le vrai danger, c'est qu'un texte oublié revienne contredire ce que l'on croyait définitivement rangé. C'est déjà arrivé. Et c'est là que l'histoire devient presque dérangeante. Au XIXe siècle, le monde savant a compris que Sainte-Catherine n'était pas seulement un monastère reculé, mais l'un des grands réservoirs du christianisme ancien. Le nom le plus célèbre lié à ce choc est celui du Codex Sinaiticus, un manuscrit biblique majeur du IVe siècle, découvert au monastère en plusieurs étapes, notamment en 1844, puis en 1859. Ce texte n'était pas un simple exemplaire élégant des Écritures, c'était l'un des plus anciens témoins connus de la Bible chrétienne. Et soudain, la montagne ne gardait plus seulement la mémoire de Moïse, elle gardait aussi une part très ancienne de la mémoire du christianisme lui-même. Essayez d'imaginer le vertige. Des siècles durant, des hommes avaient prié, copié, veillé, préservé. Puis le monde extérieur arrive, ouvre un coffre de papier et réalise qu'ici repose une version extraordinairement ancienne de textes censés avoir structuré une civilisation entière. Comment voulez-vous qu'après une telle découverte, ce lieu soit traité comme une simple escale touristique? À partir de ce moment-là, chaque mur commence à paraître plus lourd. Chaque porte fermée devient suspecte. Chaque manuscrit non catalogué se charge d'une promesse presque excessive. Et pourtant, le plus troublant n'était pas encore là. Parce qu'au Sinaï, les textes ne se contentent pas d'être anciens. Ils reviennent d'entre les morts. Il faut parler des palimpsestes. Le mot semble technique, presque sec. En réalité, il a quelque chose de spectral. Un palimpseste, c'est un manuscrit dont le texte d'origine a été effacé pour être réutilisé. Dans des périodes de pénurie, surtout quand le parchemin coûtait trop cher, on grattait l'ancien texte, on écrivait par-dessus, et l'on croyait, plus ou moins, que le passé avait disparu. Sauf qu'il ne disparaissait jamais complètement. Il restait là, sous la surface, à peine visible, comme si l'encre effacée refusait de mourir. Or, la bibliothèque du Sinaï conserve plus de 160 manuscrits à texte palimpseste. Et grâce aux techniques modernes d'imagerie multispectrale, des équipes scientifiques ont réussi à faire remonter ces couches effacées. Des textes invisibles à l'œil nu sont redevenus lisibles. Des écritures cachées depuis des siècles ont reparlé. Certaines datent de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen Âge. D'autres révèlent des langues, des versions,
des traditions ou des savoirs qui avaient été littéralement enfouis sous d'autres mots. Et là, la question n'est plus poétique. Elle devient presque brutale. Combien de passés coexistent dans un même feuillet? Combien de vérités ont été recouvertes non pour être détruites, mais simplement parce qu'une époque avait besoin d'écrire autre chose? Et si la montagne paraît surveillée jour et nuit, n'est-ce pas aussi parce qu'elle se trouve au-dessus d'un monastère où même les textes effacés refusent de rester morts? Il y a dans cette idée quelque chose de vertigineux. Les hommes montent au Sinaï pour trouver une montagne de révélation. Et au pied de cette montagne, dans la pénombre des salles de conservation, ce sont les pages elles-mêmes qui continuent de révéler. On comprend alors pourquoi le lieu résiste tellement à la banalisation. Un site comme celui-là ne peut pas être abandonné au tourisme brut, à l'improvisation, à la curiosité sans discipline. Ce n'est pas seulement parce qu'il faut protéger des objets rares, c'est parce qu'il faut protéger un processus, un travail lent, patient, presque monastique au sens profond du terme. Cataloguer, restaurer, photographier, déchiffrer, comparer, reconstituer, et surtout ne pas détruire en voulant trop vite montrer. Dans notre époque obsédée par l'accès instantané, cette logique semble presque insupportable. Nous voulons tout voir immédiatement, tout mettre en ligne, tout réduire en images, tout posséder en quelques secondes de défilement. Le Sinaï répond autrement. Le Sinaï dit « non ». Pas parce que vous êtes indigne, pas même parce qu'on vous cache quelque chose, mais parce que certaines choses ne survivent qu'à la condition de n'être pas livrées d'un seul coup. Et cette réponse, avouons-le, sonne presque comme une provocation moderne. Il existe un autre détail que peu de gens prennent au sérieux, alors qu'il en dit long sur la nature réelle de ce lieu. En 1975, dans une tour du mur nord du monastère, on a découvert une cache de feuillets et de fragments de manuscrits oubliés. Ils avaient été laissés là depuis des siècles, après le déplacement d'anciens fonds. Autrement dit, même après des générations de recherches, même après les grandes découvertes du XIXe siècle, même après les catalogues, les visites, les érudits, le monastère continuait encore à rendre ce qu'il avait gardé sans le dire. C'est un détail extraordinaire, parce qu'il ruine une illusion très moderne, l'illusion qu'un lieu ancien a déjà livré l'essentiel de ce qu'il contient. Au Sinaï, ce n'est manifestement pas vrai. Le lieu a encore des retards, des réserves, des silences, des compartiments de mémoire qui n'ont pas tous parlé en même temps. À partir de là, les gardes, les horaires, les restrictions, les regards attentifs prennent une couleur différente. Ils ne protègent plus seulement un passé connu. Ils protègent la possibilité que quelque chose d'inattendu surgisse encore. Et c'est précisément ce qui dérange le plus les institutions. Non pas seulement l'existence d'un passé ancien, mais l'idée qu'il puisse encore se modifier sous nos yeux. Car chaque nouveau texte lu au Sinaï ne s'ajoute pas au passé comme une pierre inoffensive. Il réorganise, il nuance, il redistribue les priorités. Il rappelle qu'aucune tradition n'est descendue dans l'histoire sous forme parfaitement lisse. Il y a eu copie, variante, perte, correction, déplacement, langue relais, forme concurrente. Et plus on lit, plus le paysage se complique. Comprenez bien ce que cela signifie pour un lieu associé à la révélation divine. Si le sommet symbolise la loi donnée d'en haut, la bibliothèque au pied du sommet rappelle quelque chose de moins confortable. Tout ce qui arrive ensuite passe par des mains humaines. Des mains fidèles, souvent héroïques, mais humaines tout de même. Des copistes qui transmettent. Des gardiens qui choisissent ce qu'ils préservent. Des siècles qui usent, oublient, déplacent, réemploient. Le Sinaï garde donc à la fois l'absolu et la fragilité.
Voilà pourquoi il est presque impossible de le regarder sans malaise, parce qu'il réunit dans un seul espace ce que notre esprit préfère normalement séparer. Là-haut, la montagne de la transcendance. En bas, les archives de la transmission humaine, le feu d'un côté, l'encre de l'autre, l'ordre divin, puis les variantes, les couches, les ratures, les traductions, les oublis. Et si le lieu semble si surveillé, c'est peut-être parce qu'il oblige à tenir ensemble ces deux vérités sans se réfugier dans le confort. La première vérité, c'est que des générations ont vu ici un point de rencontre entre l'homme et Dieu. La seconde, c'est que tout ce que les hommes transmettent autour de ce point de rencontre reste soumis au temps, à la matière et à l'histoire. Ce choc est plus difficile à supporter qu'une théorie sensationnelle. Une théorie sensationnelle amuse. Cette tension-là transforme. Il faut également parler de l'archive du monastère, beaucoup moins connue du grand public que sa bibliothèque de manuscrits, mais tout aussi révélatrice. Le Sinaï conserve aussi des documents, des lettres, des livres de comptes et d'autres pièces administratives liées à la vie du monastère et de ses dépendances. Les plus anciens documents grecs de cet ensemble remontent au milieu du XVe siècle, avec des pièces plus anciennes dans d'autres traditions documentaires. Qu'est-ce que cela nous dit? Que le lieu ne garde pas seulement le sacré sublime, il garde aussi la vie ordinaire du sacré, les dépenses, les échanges, les correspondances, les traces concrètes de la survie. Et c'est essentiel, parce qu'un sanctuaire n'est jamais protégé uniquement pour ses grandes visions. Il l'est aussi pour son tissu quotidien, pour les preuves humbles de sa continuité. Pour tout ce qui permet de dire, non pas seulement « ce lieu fut sacré », mais ce lieu n'a jamais cessé d'être habité, administré, défendu, porté. Cette continuité, à Sainte-Catherine, est elle-même exceptionnelle. Les sources de référence le présentent comme l'un des plus anciens monastères chrétiens continuellement en activité au monde. Cela suffit à comprendre pourquoi l'on ne traite pas l'endroit comme un décor biblique figé. C'est un organisme vivant. Et les organismes vivants, surtout quand ils survivent 15 siècles dans le désert, développent une intelligence particulière de la menace. Ils savent qu'un danger n'arrive pas toujours en criant. Parfois, il arrive avec un appareil photo. Parfois, avec une bonne intention. Parfois, avec une équipe de restauration pressée. Parfois, avec une théorie brillante qui veut, enfin, révéler la vérité. Parfois même avec des chercheurs honnêtes, mais trop pressés d'arracher les réponses au lieu de les laisser émerger. Le Sinaï a vu passer des empires, des pèlerins, des ascètes, des soldats, des érudits, des collectionneurs, des administrateurs, des voyageurs émerveillés et des curieux dangereux. Il a survécu à tout cela, non parce qu'il était inaccessible, mais parce qu'il a su devenir difficile. Voilà peut-être la nuance la plus importante de toute cette histoire. Le mont Sinaï n'est pas vraiment interdit, il est rendu difficile à profaner. Et ce n'est pas la même chose. Une interdiction pure ferme brutalement. Une difficulté sacrée filtre. Elle ne dit pas seulement « tu n'entreras pas », elle demande « pourquoi viens-tu ? Que cherches-tu ? Que feras-tu de ce que tu trouveras ?» Ces questions, aucun garde ne les formule à voix haute. Pourtant, elles flottent partout dans l'air du Sinaï. Elles sont dans les horaires limités du monastère, dans la prudence autour des collections, dans les campagnes de numérisation menées avec méthode, dans les restaurations lentes, dans la protection juridique du site patrimonial, dans le regard soupçonneux que ce lieu inspire à tous ceux qui sentent, confusément, qu'il contient encore plus que ce qu'il montre. Et maintenant, il faut aller plus loin, parce que la partie la plus troublante ne concerne ni les gardes, ni les manuscrits. Elle concerne ce que le Sinaï fait à ceux qui l'approchent
avec trop de certitude. Le croyant qui monte là-haut avec une image simple découvre un lieu plus complexe qu'il ne l'imaginait. Le sceptique qui n'y voit qu'un mythe rencontre une continuité matérielle presque indécente tant elle est ancienne. Le chercheur venu pour classer trouve des couches qui refusent de rester dans une seule case. Le touriste venu pour la beauté repart souvent avec une gêne impossible à photographier. Et c'est peut-être cela, au fond, qu'on surveille jour et nuit. Non pas seulement un sommet, non pas seulement une bibliothèque, mais la zone de friction entre l'absolu et l'inachevé. Car le Sinaï n'est pas un lieu qui répond, c'est un lieu qui trie les questions. Certaines y meurent tout de suite, parce qu'elles étaient trop superficielles. D'autres commencent seulement là, et plus on avance, plus une idée devient difficile à éviter. Les murs, les manuscrits, les règles d'accès, les contrôles, la prudence diplomatique, tout cela ne protège peut-être pas uniquement la mémoire d'un passé. Cela protège aussi le droit d'un lieu à ne pas être réduit à une seule interprétation. Voilà pourquoi le Sinaï reste si sensible, parce qu'il n'appartient pas vraiment à la curiosité moderne. Il n'appartient pas non plus entièrement à la science, ni à une seule église, ni à une seule nation, ni même à une seule lecture de l'histoire. Et les lieux qui n'appartiennent pas complètement finissent toujours par être surveillés de très près. Mais il reste encore une question plus inquiétante. Si la montagne, le monastère et les manuscrits sont déjà capables de provoquer tant de précautions, tant de contrôle et tant de prudence, qu'arriverait-il si un jour quelque chose de plus lourd encore remontait à la surface? Pas une relique, pas une légende, un texte assez ancien pour déplacer la carte entière. Et c'est là que le silence du Sinaï cesse d'être paisible. Il commence à ressembler à une attente. Il existe une raison plus profonde encore pour laquelle le mont Sinaï semble vivre sous surveillance permanente. Une raison qui n'a presque rien à voir avec les soldats, les contrôles, les routes filtrées ou les horaires du monastère. Une raison plus ancienne, plus froide, plus difficile à formuler. Certains lieux sont protégés parce qu'ils contiennent quelque chose. D'autres le sont parce qu'ils menacent de changer la manière dont nous lisons tout le reste. Et le Sinaï appartient peut-être à cette deuxième catégorie. Car au fond, qu'est-ce qu'un lieu de révélation? Est-ce une montagne précise, mesurable, cartographiée, photographiée, bordée de marches, de sentiers et de règlements? Ou est-ce un point dans la mémoire humaine, un foyer de sens autour duquel les civilisations viennent se ranger, comme des aiguilles de boussole cherchant le nord? La question paraît abstraite. Elle ne l'est pas du tout. Parce que si le Sinaï n'est qu'un site, on peut le gérer. On peut le clôturer, l'administrer, le restaurer, le sécuriser. Mais si le Sinaï est davantage qu'un site, s'il est une charnière entre l'histoire, la foi et la conscience humaine, alors ce qu'on surveille là-bas dépasse de très loin la pierre et le sable. On surveille une origine. Et une origine, c'est toujours dangereux. Pas parce qu'elle serait maléfique, parce qu'elle a le pouvoir de tout réordonner. Quand une société croit savoir d'où elle vient, elle construit ses lois, sa morale, ses rites, ses frontières, son idée du vrai et du faux, à partir de ce point fixe. Mais si ce point fixe se met à bouger, même légèrement, même d'un demi-centimètre dans l'imaginaire collectif, tout le reste se met à vibrer avec lui. Le mont Sinaï, dans la tradition, n'est pas un simple épisode. C'est le moment où le ciel ne se contente plus d'être contemplé. Il parle, il ordonne, il sépare le permis de l'interdit, il donne forme à une alliance. Et voilà pourquoi cette montagne pèse encore autant aujourd'hui. Parce qu'un lieu associé à une telle scène n'est jamais seulement un souvenir. Il devient un fondement. Et les fondements, les hommes ne les laissent jamais sans gardien.
Mais plus on s'approche du Sinaï, plus une contradiction insupportable apparaît. Le lieu qui symbolise la parole la plus haute est aussi un lieu entouré de silence humain. Silence sur ce qui a disparu. Silence sur ce qui a été déplacé. Silence sur ce que les textes ont transformé avec le temps. Silence sur ce que l'on peut montrer et sur ce que l'on préfère ne pas simplifier. Et ce silence-là est fascinant parce qu'il n'a pas l'air d'un vide. Il a l'air d'une retenue. Comme si les pierres du Sinaï avaient appris quelque chose que notre époque refuse d'entendre. Tout n'a pas besoin d'être livré immédiatement pour être vrai. Regardez le monde moderne. Nous vivons dans la surexposition. Chaque image est diffusée aussitôt. Chaque théorie réclame une publication instantanée. Chaque découverte veut son titre, sa miniature, sa polémique, son découpage en clips et en réactions. Et puis, il y a le Sinaï, un lieu qui continue, d'une certaine manière, à résister à cette logique. Un lieu qui semble dire « Vous pourrez venir, mais pas tout posséder. Vous pourrez regarder, mais pas tout épuiser. Vous pourrez étudier, mais pas sans patience. Vous pourrez croire, mais pas sans trembler un peu. » C'est peut-être cela, la vraie raison de son étrangeté. Le Sinaï n'est pas fermé. Il est réfractaire. Il ne se livre pas dans le langage de la consommation rapide. Il oblige à ralentir, à supporter l'inconfort des incertitudes, à accepter qu'un lieu puisse être immense, précisément parce qu'il n'entre pas tout entier dans nos catégories. Et cette résistance provoque presque toujours la même réaction chez l'homme moderne. S'il ne peut pas tout voir, il imagine qu'on lui cache quelque chose. Alors naissent les récits sur les interdits absolus, les zones inaccessibles, les secrets enterrés, les archives qu'on ne doit pas ouvrir. Parfois, ces récits exagèrent, mais ils révèlent malgré tout une intuition juste. Oui, il y a là-bas quelque chose qui échappe. Non pas nécessairement un objet enfoui ou une chambre murée, quelque chose de plus difficile encore à maîtriser, une réserve de sens. Et une réserve de sens, pour les pouvoirs humains, c'est presque toujours plus dangereux qu'un trésor matériel. Un trésor, on peut le voler, le déplacer, le chiffrer, l'exposer ou le cacher. Une réserve de sens, non. Si elle touche assez profondément les consciences, elle finit toujours par ressortir sous une autre forme. Dans une lecture nouvelle, dans une redécouverte, dans un manuscrit enfin déchiffré, dans un pèlerin qui comprend autrement, dans un moine qui transmet, dans un chercheur qui ose poser la question interdite sans même hausser la voix. Voilà pourquoi certains lieux sont surveillés comme des coffres alors qu'ils contiennent surtout des interprétations possibles du monde. Le Sinaï est l'un de ces lieux. Et c'est ici que l'on touche à quelque chose de presque vertigineux. La montagne, où la tradition place le don de la loi, est aussi une montagne qui nous parle, encore aujourd'hui, de limites. Pas seulement de limites religieuses, de limites humaines, de la limite entre ce que nous pouvons toucher et ce que nous devrions approcher autrement, entre ce qui doit être prouvé et ce qui doit être médité, entre la curiosité légitime et cette avidité moderne qui transforme tout en marchandise, même le sacré. C'est sans doute pour cela que tant de gens montent au Sinaï avec une idée claire et en redescendent avec une sensation trouble. Ils ne trouvent pas forcément la preuve matérielle qu'ils espéraient. Ils trouvent quelque chose de plus subtil, une gêne, une gravité, une impression étrange que le lieu ne répond pas aux questions qu'on lui pose, mais aux questions qu'on n'avait pas prévu de se poser à soi-même. Pourquoi ai-je besoin que tout soit vérifiable avant d'être important? Pourquoi suis-je si mal à l'aise devant un lieu qui exige plus de respect que de prise? Pourquoi un monastère vivant, une montagne sacrée, des manuscrits fragiles et des règles d'accès me paraissent-ils soudain comme une offense à ma liberté?
alors qu'ils sont peut-être simplement les derniers signes d'un monde qui savait encore distinguer l'usage de la profanation? Ces questions ne sont pas spectaculaires. Elles sont bien plus redoutables que n'importe quelle légende de crypte secrète. Car au fond, le Sinaï pourrait très bien ne rien cacher au sens romanesque, et rester malgré tout l'un des lieux les plus lourds de sens sur Terre. C'est cela qui dérange. Si le mystère venait d'un objet, nous pourrions l'extraire. Si le secret venait d'un document unique, nous pourrions le publier. Si l'énigme tenait à une erreur d'identification géographique, nous pourrions la trancher. Mais si le vrai pouvoir du Sinaï vient du fait qu'il force l'homme à se tenir autrement devant le réel, alors il n'existe aucune révélation finale qui mettrait fin à l'affaire. La montagne continuerait à travailler en nous, même après toutes les analyses. Et peut-être que ceux qui gardent le lieu, consciemment ou non, sentent cela depuis longtemps. Ils savent peut-être qu'on ne protège pas seulement un patrimoine. On protège la possibilité qu'un certain type d'expérience humaine ne soit pas entièrement dissous dans le bruit du monde. Au fond, il y a deux façons de perdre un lieu sacré. La première est brutale. On le détruit, on le brûle, on le pille, on disperse ses livres, on chasse ceux qui y vivent. La seconde est plus moderne, plus élégante, plus souriante. On l'ouvre sans retenue, on le transforme en flux, on l'épuise sous les images, on le recouvre d'explications rapides, on lui retire toute résistance, on fait de sa difficulté un défaut à corriger, et peu à peu, sans même s'en rendre compte, on remplace la présence par l'accessibilité. Le Sinaï semble avoir échappé, au moins partiellement, à cette deuxième mort. Non sans tension, non sans compromis, non sans danger. Mais le lieu oppose encore une friction. Et cette friction, dans notre époque, ressemble presque à un acte de rébellion. C'est pourquoi la surveillance du Sinaï ne doit pas être comprise seulement comme un dispositif défensif. Elle a aussi quelque chose d'un langage. Elle dit à sa manière que ce lieu n'est pas disponible comme le reste, qu'il demeure soumis à une gravité particulière, qu'on ne peut pas l'absorber entièrement dans l'industrie du regard. Et même si cette protection prend la forme très terrestre de garde, de procédure, de fermeture, d'autorisation et de prudence diplomatique, elle prolonge peut-être une intuition beaucoup plus ancienne. Certains sommets doivent conserver autour d'eux une zone de retenue, non pour flatter le mystère, pour protéger notre capacité à le rencontrer sans le défigurer. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les gardiens, malgré les murs, malgré les bibliothèques, malgré les règlements, malgré le désert, une question demeure, une question qui ne cesse de revenir, comme le vent contre la pierre. Et si le Sinaï attendait encore quelque chose? Pas forcément une découverte archéologique fracassante, pas forcément un manuscrit qui bouleverse d'un coup l'histoire des religions. Peut-être quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. Peut-être qu'il attend une humanité capable de s'approcher d'un lieu sacré sans aussitôt vouloir le posséder, l'exploiter, l'aligner sur ses certitudes ou l'utiliser comme arme contre d'autres. Parce que c'est peut-être là l'ironie la plus profonde de toute cette histoire. La montagne de la loi continue de nous juger, non en lançant des éclairs, mais en observant ce que nous faisons de sa mémoire. Est-ce que nous l'approchons pour comprendre ou pour triompher? Est-ce que nous cherchons une vérité ou seulement un avantage symbolique? Est-ce que nous voulons écouter ou juste confirmer ce que nous pensions déjà? Le Sinaï ne répond pas, mais il trie. Il trie les intentions, il trie les regards, il trie les époques. Et celles qui ne supportent pas la limite se sentent immédiatement agressées par lui. Voilà pourquoi tant de récits autour de cette montagne oscillent entre fascination et soupçon.
le lieu attire, mais il résiste. Il appelle, mais il encadre. Il promet, mais il ne livre pas tout. Il semble offert au monde, tout en demeurant soustrait à sa pleine appropriation. C'est presque un paradoxe vivant. Et c'est précisément pour cela qu'il reste inoubliable. Un lieu banal peut être visité puis oublié. Un lieu spectaculaire peut être filmé puis classé. Un lieu comme le Sinaï, lui, continue à agir après qu'on l'a quitté. Peut-être parce qu'il n'a jamais été seulement une montagne. Peut-être parce que ce que l'on y protège jour et nuit n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une certaine idée de la verticalité humaine. Cette part de nous qui sait encore qu'il existe des réalités qu'on n'approche pas comme on ouvre une application. Des vérités qui ne se donnent pas à celui qui les arrache, mais parfois à celui qui consent à être déplacé par elles. Et là, tout se renverse. La vraie question n'est plus « Pourquoi le mont Sinaï est-il surveillé ?» La vraie question devient « Qu'avons-nous perdu pour trouver étrange qu'un lieu mérite encore d'être gardé avec autant de sérieux ?» Autrefois, la réponse aurait été évidente. Parce qu'il est saint, parce qu'il est dangereux au meilleur sens du mot, parce qu'il rappelle à l'homme qu'il n'est pas la mesure de toute chose. Aujourd'hui, nous avons besoin de couches de justification, patrimoine, sécurité, archives, diplomatie, conservation, flux touristique. Tout cela est vrai, tout cela compte. Mais derrière ces raisons parfaitement rationnelles, il reste peut-être quelque chose de plus nu, de plus ancien, de plus dérangeant. Cette montagne force encore le respect. Et une époque qui confond souvent respect et obstacle ne sait plus très bien quoi faire d'un tel lieu. Alors elle l'entoure de procédures. Elle le raconte en termes de contrôle. Elle explique sa gravité par l'administration. Elle transforme son épaisseur en problème logistique. Mais le Sinaï, lui, continue de dire autre chose dans son langage immobile. Il dit qu'un monde sans seuil est un monde qui finit par ne plus rien honorer. Il dit qu'un lieu qui ne résiste plus à la prise finit par perdre son âme. Il dit que la surveillance n'est pas toujours la preuve d'un mensonge. Elle est parfois l'aveu maladroit qu'il reste encore, sur terre, des endroits devant lesquels nous ne savons pas nous tenir autrement qu'en dressant des gardes autour de notre propre fragilité. Et peut-être que c'est cela, le dernier secret du mont Sinaï. Il ne protège pas seulement ce qui est derrière ses murs, sous ses pierres ou dans ses manuscrits. Il protège ce qui manque au monde moderne, le sens du seuil. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le mont Sinaï est interdit et surveillé jour et nuit, ne pensez pas d'abord à un complot, à une relique ou à un tunnel caché. Pensez à quelque chose de bien plus profond. Pensez à un lieu qui a survécu parce qu'il n'a jamais cessé d'exiger une certaine manière d'approcher. Pensez à une montagne qui ne s'est pas contentée d'entrer dans l'histoire, mais qui continue, silencieusement, à interroger ceux qui veulent la toucher. Pensez à cette idée presque oubliée que certains endroits ne nous refusent pas l'accès pour nous humilier, mais pour nous apprendre à entrer autrement. Et si ce soir cette histoire vous a troublé, alors le Sinaï a peut-être déjà commencé son travail. Merci d'avoir traversé ce voyage jusqu'au bout. Prenez soin de votre regard, parce que c'est lui qui décide ce qu'un lieu révèle ou ce qu'il vous refuse. Et si vous aimez ce genre de plongée dans les mystères de l'histoire, des croyances et des silences qu'on n'explique jamais complètement, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle descente, là où les archives, les légendes et les pierres refusent encore de se taire. Bonne nuit à vous, et surtout, ne cessez jamais de poser les questions que les lieux sacrés obligent encore à murmurer.